on est scénariste, le mot est un peu ridicule pour nous Français, malgré tout professionnel, au sens où on gagne sa vie avec ça. Il y a très peu de scénaristes, donc on est obligé de travailler pour plusieurs producteurs. On ne se pose plus de questions. C'est-à-dire qu'on a la pression des producteurs, on a voulu en faire de trop, et on aborde un scénario d'Astérix et Obélix, pareil, que je ne vois pas ce qu'on trouve, que j'avais fait avec Christian Vincent et Berroyer, un film mélancolique qui se passe dans l'art. Je ne me pose pas la question. Je ne peux plus me la poser. Parce que je suis sous pression, il faut que je rende mon travail. Est-ce que je vais y arriver à temps? Il faut que je triche un peu avec les uns avec les autres. Puis des fois, je mets le même dialogue dans le même film, dans plusieurs films différents. C'est terrible. C'est-à-dire qu'une fois, parce qu'attention, on est très peu, il faut bien le savoir, on est très peu. Et puis, à l'intérieur de ce très peu, vous avez des scénaristes comme Gilles Torrent qui ne sont pas du tout dans le circuit professionnel. C'est-à-dire que c'est des scénaristes qui vont travailler, parce que c'est des gens qui ont une éthique, qui sont des écrivains du cinéma, qui ne vont pas travailler n'importe comment avec n'importe qui. Comment vous est venue l'idée de Podium? Alors d'abord, l'idée venait d'un garçon qui s'appelait Mouton, qui avait apporté à Fidélité l'idée des sosies. Ensuite, je travaillais sur un autre projet avec Fidélité, et je vois le mot Podium traîner. Et moi, Podium, ça me rappelait que c'était le journal de Claude François, et Fidélité m'a dit que c'était un projet abandonné. Je dis, bah, ça m'intéresse, j'aimerais bien faire un film sur les sosies. Donc j'ai écrit 15-20 pages de structure, et ensuite ils m'ont dit, bon, on va te financer l'écriture du scénario. Voilà. Et ensuite, on est allé chercher Yann Moix, et puis Benoît Poulvorde. Voilà. Et pourquoi Yann Moix? Parce que Yann Moix connaissait Mouton. Et Yann Moix avait fait un court-métrage avec Mouton sur un sosie de Claude François. C'était un film de 5 minutes. Et puis Yann Moix, j'avais sympathisé avec lui, c'est pas quelqu'un de facile, mais que j'aimais bien, qui avait le même goût des livres que moi. Voilà. Mais bon, je peux aussi travailler avec ce cinéma commercial, mais je travaille aussi avec la fille de Julie Gavras, j'ai pu travailler avec Anne Fontaine, avec Philippe Leguet, des gens très différents. C'est ça qui est amusant. Ils sont plus des auteurs, au sens où on l'entend. Voilà. Alors, on parlait justement des producteurs, tu citais deux qui étaient des fous furieux, qui brûlaient leurs chemises, des Bernard Palissy du cinéma. Ça, c'est beau. Est-ce qu'il n'y a pas aussi... Plutôt des héros comme La richesse de l'absolu de Balzac. C'est-à-dire que des gens qui vont aller jusqu'au bout. Par exemple, Jacques Perrin, j'ai su quand il avait touché l'argent de Coris, je me suis dit, oh là là. Et en fait, il fait Moby Dick. Il fait un film sur les baleines dans l'océan. Je pense que c'est une fin grandiose. Il va finir comme le capitaine de Moby Dick. Je crois que là, il y a une volonté d'aller toucher, de racler l'os de sa passion du cinéma, qui est d'aller rechercher le péril. Jacques Perrin, c'est quand même un type qui, avant que les choristes sortent, sa voiture était saisie, dont il n'avait pas fini de payer le crédit. C'est un homme qui met en péril sa propre vie et celle des siens. C'est un homme qui rêve. Il y en a deux comme ça, curieusement. Il y a le fils de Claude Berry, Thomas Langman, et Jacques Perrin. L'argent n'existe pas. Thomas Langman dans ses rêves d'enfant, qui ne sont pas les mêmes que Jacques Perrin. Jacques Perrin, à un moment donné, vivait dans des studios de cinéma, il faisait croire à son fils que c'est là qu'il habitait, parce qu'il s'était ruiné avec les 40e réjouissants en fonds privés, avec son argent privé. Et Thomas Langman, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de tableaux. Je pense que tous les tableaux d'art contemporain vont revenir dans les musées, et que dans 5 ans, sa folie va le mettre en péril. Mais j'ai du respect pour eux. De même, j'ai du respect pour tout metteur en scène, quel qu'il soit. Parce que c'est lui qui va au feu. Moi, je reste dans l'état-major, je suis protégé. C'est-à-dire que quand un film marche, les gens vont croire que j'y suis pour quelque chose, et s'il ne marche pas, ils vont croire que j'y suis pour rien. Alors j'y suis pour rien dans les deux cas. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, les raisons pour lesquelles un film marche ou ne marche pas. Mais par exemple, j'ai fait un nanar merveilleux, c'était Droit dans le mur. Film de 1997. Il faut dire c'est déjà franchement maso comme titre. Non, je suis toujours extrêmement... À part Fermé pour travaux, il n'y a pas pire. Je suis toujours très franc avec le public, mais Droit dans le mur, c'est merveilleux. C'est un film de 97 qui s'est fait parce que le producteur Jean-Louis Lévy voulait remercier Pierre Richard de l'avoir rendu milliardaire. Une autre histoire que je peux vous raconter. Donc il lui offre un film parce qu'il est en difficulté. Et donc il m'appelle, il me dit il faudrait que tu reprennes Droit dans le mur. En plus, c'était un scénario d'Abadi au départ. Et c'est un film qui n'aurait jamais dû exister. C'est un film des années 70, qui est tourné en 97, c'est incroyable. Mais pour moi, c'était merveilleux, parce qu'on est allé effectivement droit dans le mur, et ensuite, ça m'a permis de rencontrer Darry Cole. Et c'était merveilleux pour moi de rencontrer Darry Cole, que quand j'étais gosse, je voyais Darry Cole à la télé, c'était
le héros de mes parents. Donc, si vous voulez, dans le fond, ce qui me plaît dans le cinéma, c'est tout ce qui n'est pas le cinéma, dans le fond. C'est les endroits où je déjeune avec les producteurs, les acteurs. C'est toutes ces coulisses qui sont passionnantes. Je ne fais pas de différence entre un... Mais il arrive de faire des films hyper autoristes, faire 3-8 avec Philippe Leguet. Mais dans le fond, j'ai toujours l'impression d'écrire le même scénario. Que ce soit un film d'auteur, un film policier, une comédie, un film commercial, tout ce que vous voulez, ou un film qui se passe à des millions d'années-lumière de Paris. Donc, j'ai jamais été blessé. Je n'ai jamais rien espéré. Et donc, j'ai survécu. Je sais que la BCIS avait dit... Quand on lui demandait ce qu'il avait fait pendant la Révolution française, il avait dit « j'ai vécu ». Moi, c'est un peu ce que je pourrais dire après 21 ans d'être scénariste. Parce qu'en fait, si j'analyse bien, je pense qu'on est 8 ou 10 scénaristes à travailler réellement de manière, excusez-moi ce mot un peu ingrat, professionnel. La majorité de ceux qui sont scénaristes, ils le sont qu'un temps. Ou ils deviennent metteurs en scène, ou ils deviennent directeurs de production. En tout cas, ils ne veulent plus entendre parler de ce métier, car il n'a rien à voir avec le métier tel qu'il se pratique aux États-Unis. Ou si vous avez un scénariste ou deux qui signent, en fait, il y a 15 personnes derrière. Aux États-Unis, il y a 12 000 scénaristes. C'est un syndicat très puissant qui, s'il s'arrête, le cinéma américain s'arrête. Si le scénariste s'arrête, personne ne s'en aperçoit. Et les gens sont plutôt ravis. Et c'est-à-dire, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des spécialistes des scènes d'action, des spécialistes des premiers baisers, des spécialistes des scènes de restaurant. Vous avez sur le créneau de la scène de restaurant 30, 40 scénaristes américains. Vous avez des scénaristes qui vivent comme des nababs et qui ont fait fortune sans jamais avoir eu un seul de leurs films porté à l'écran. C'est-à-dire que l'industrie est tellement puissante que lorsqu'on développe 10 projets, un seul va se faire aux États-Unis. On en développe 10 en France, 9 se feront. Pour la télévision, je crois que ce qui est intéressant de dire, c'est qu'un scénariste de télévision n'a rien à voir avec un scénariste de cinéma. J'ai beaucoup d'admiration pour les scénaristes de télévision, car ils sont, comment dirais-je, pas plombés, mais ils ont une chape, une épée de Damoclès au-dessus d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont un cahier des charges. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit à la même créativité, à la même invention que dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a voilà, des séries, même des téléfilms, il y a des principes qui leur sont donnés, et c'est extrêmement ingrat, et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils sont beaucoup plus nombreux que dans le cinéma. C'est vrai. Alors, ce qui peut changer, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes producteurs, entre 35 et 45 ans, qui sont très agressifs, qui ont beaucoup d'ambition, qui se font une très grande compétition. Moi, j'ai eu la chance de connaître, quand j'ai débuté en 89, une ancienne génération de producteurs. J'ai vu naître cette nouvelle génération, et c'est vrai qu'elle est plus sensible à la notion d'histoire. C'est-à-dire que cette notion où le metteur en scène décide de tout est en train, peut-être malheureusement d'ailleurs, de s'effacer. C'est-à-dire que, moi j'ai eu l'exemple, on me virait le metteur en scène, comme un empêcheur de tourner en rond. Pourquoi? Toujours pour ce que je vous dis. C'est-à-dire que ces producteurs-là, par la force des choses, on peut prendre l'exemple de Fidélité, qui sont deux jeunes étudiants qui sortaient de la FEMIS, Marc Missonnier et Olivier Delbosque, et qui ont révélé François Ozon, qui était avec eux sur les bancs de la FEMIS. Ils ont eu du mérite, ils ont produit ces courts-métrages, ils ont fait une quarantaine de films, ils n'ont fait que 3 succès sur 40 films. 8 femmes, Podium que j'avais écrit, et là, le petit Nicolas. Ils se sont mis en tel danger à vouloir produire des films de Cédric Kahn, de ce type très doué, merveilleux, là, qui a fait Gangster, Samuel Benchetrit, que là, c'est fini. Ils se recentrent sur un cinéma hyper commercial. Là, ils me demandent, là, ils ont écarté un metteur en scène, que je ne dirai pas le nom, de grande qualité, pour laisser faire les scénaristes. Et ça, c'est de plus en plus. Oui. Ce qui ne veut pas dire que ces scénaristes... Moi, ce qui a quand même d'importance, ce que je veux vous dire, c'est que c'est quand même fort que quand je vois 1989, quand j'ai débuté, je vois plus qu'un autre scénariste comme moi, c'est Jérôme Tonnerre. C'est-à-dire, tous sont partis, quoi. C'est-à-dire que tous souffrent de l'ingratitude de notre position. Moi, je ne la ressens pas comme ça. Les scénaristes américains, probablement pas. Mais le fait que, par exemple, vous écrivez les films, parfois vous écrivez le film, ça, vous êtes à l'origine de ce qu'ils appellent une affaire. Vous apportez une idée originale, vous écrivez le film, vous êtes à un moment donné du processus de création extrêmement important, puisque vous êtes le soutier, le premier ouvrier,
Et puis ensuite, vous êtes relayé par le metteur en scène. Parfois, vous avez tout écrit, vous avez apporté l'idée originale, écrit le scénario, et ensuite, pas un mot sur vous. Vous n'avez pas le droit de proposer un point de vue. C'est-à-dire que vous devez respecter la mécanisation d'une histoire, ses hypothèses. Si vous faites des scénarios trop mécanisés, où le metteur en scène n'a plus d'oxygène, ça ne va pas bien se passer. Donc, déjà, un scénariste n'est pas un auteur. Ça, il faut très très bien le comprendre. Quand il a une idée originale, il doit, à partir de la caractérisation de ses personnages principaux, développer une histoire. Il va développer une partie d'échec. Car un scénario, les 20 premières minutes, si vous vous trompez dans une ouverture aux échecs, vous allez le payer toute la partie. Donc c'est un exercice de précision. Bien, merci.